Bonjour à tous, c'est Émile Ombrage, écrivain et scénariste amateur. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une plus petite vidéo que la précédente, parce que la précédente sur le jeu d'argent, elle m'a pris beaucoup de temps et ça. J'avais pas trop d'inspiration, je savais pas trop sur quoi j'allais la faire. Du coup, j'ai fait un petit tour dans ma bibliothèque. Je commençais à prendre des livres et tout, etc. Je dis, ouais, ça non, oh, mais ça c'est trop compliqué. J'ai dit que je voulais faire un sujet simple. Et là, je suis tombé sur Harry Potter. Je me suis dit, putain, mais oui, faisons une vidéo sur Harry Potter. Et entre deux confinements avec des potes, on était partis se faire il y a quelques mois un petit week-end en Normandie. On était une vingtaine et c'était génial, ça avait vraiment été comme une bouffée d'air à ce moment-là. Et pendant tout le week-end, tous les gens faisaient des refs à Harry Potter. Et le dernier jour, on a même fait un quiz. Et moi qui pensais ne pas être trop mauvais parce que bon, j'ai vu toute la saga 2-3 fois, il y a même certains films que j'ai vus 5-6 fois, et bah devinez quoi, je me suis fait éclater, vraiment sévère. Et vraiment, la moitié des gens du week-end, c'est-à-dire aux alentours de 10 personnes, elles étaient incollables dessus. Mais pourquoi? Pas pourquoi je me suis fait éclater, mais pourquoi Harry Potter a autant marqué les esprits? Et pour réfléchir à cette question, j'ai du coup revu plusieurs films de la saga. Et je pense avoir peut-être compris quelque chose. Et la réponse, elle est à mon avis dans ce que le psychiatre suisse Carl Jung appelle l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif contient, selon lui, des archétypes. Alors, un archétype, c'est une convergence d'idées, de faits, de concepts vers une idée très globale que l'on partage tous dans l'inconscient collectif. Bon, et pour résumer, en gros, c'est une idée très très générale qu'on va retrouver du coup dans toutes les cultures. Par exemple, on a les archétypes freudiens du père et de la mère. On a aussi les histoires de conatus, volonté de puissance, libido. En fait, on voit que derrière ces trois concepts-là, on parle à peu près de la même chose. On a la même intuition, la même idée générale. De même, vous prenez aussi, vous savez, le yin et yang du taoïsme, la dialectique d'Hegel, concept de dualité. Et du coup, j'ai revu plusieurs films Harry Potter, un peu comme un petit détective, là, essayer de chercher les archétypes. Mais pour cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc simple. Et donc, par conséquent, j'ai choisi qu'un seul Harry Potter. Je vais pas faire une vidéo sur toute la saga, même si, putain, ce serait un kiff. Alors du coup, j'ai choisi le Harry Potter que j'estime qui est en quelque sorte le plus sous-estimé. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Bon, je vais spoiler sans vergogne parce qu'on l'a tous vu. Du coup, pour la faire court, Harry, il rentre à Poudlard pour sa deuxième année. Au cours du récit, il y a des pétrifications mystérieuses qui ont lieu et on parle du retour de l'héritier de Salazar Serpentard qui aurait ouvert la Chambre des Secrets, un endroit caché dans les profondeurs de Poudlard où il réside un monstre, le basilic, capable de pétrifier les gens qui croiseraient son regard. Et du coup, Harry, muni du journal de Tom Jedusor, il va pénétrer dans la Chambre des Secrets, il va y affronter le basilic et il en viendra à bout grâce à l'épée de Godric Gryffondor apportée par le Phénix. Puis, pour dénouer les nœuds de l'intrigue, il tuera le souvenir de Voldemort, Tom Jedusor, grâce au crochet envenimé du basilic qu'il plantera dans son journal. Bon, en vérité, il se passe bien plus de trucs que ça dans le film, mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était la fin. Et en revoyant le film, ça a vraiment été la partie qui m'a le plus captivé. Dans ma quête de décrypter les archétypes, les symboles, on en a déjà un très gros de base, le basilic. Et il n'y a vraiment pas besoin de lire Freud pour comprendre que le serpent, c'est le symbole par excellence du danger. Aie confiance. D'autant plus que ici, il pétrifie ceux qui croisent son regard. C'est-à-dire qu'au-delà du danger, il représente la peur et la paralysie qu'on a face au danger. En vrai, je trouve ça assez malin et très inventif. Mais est-ce qu'on peut vraiment donner du crédit à J.K. Rowling pour cette idée? Parce que moi, quand je regardais le film petit, le basilic m'a vraiment pas marqué. Parce que j'adorais la mythologie grecque et je m'étais dit que c'était juste un repompage du mythe de Persée et de la Méduse, en fait. Pour vous faire un petit résumé, Persée il est chargé de ramener la tête de la Méduse, un monstre à tête de femme et aux cheveux de serpent, dont ceux qui croisent le regard finissent pétrifiés. Coïncidence? Je ne crois pas. Pour faire ça, il va être équipé d'un casque d'invisibilité prêté par Hadès qui lui permettra de s'introduire discrètement dans la grotte. Il va regarder ensuite dans le reflet de son bouclier avec son bras sera guidé par Athéna et il va décapiter la tête de la Méduse pour repartir avec.
alors qu'elle était en train de dormir. Et puis plus tard, il utilisera comme arme son pouvoir pétrificateur pour se marier avec sa bien-aimée Andromède. Et si J.K. Rowling avait voulu faire juste un copier-coller du mythe, ça aurait été que Harry s'introduit grâce à sa guêpe d'invisibilité dans la chambre, avec à la main l'épée de Gryffondor que Dumbledore lui aurait prêtée. Il aurait entendu les murmures de sa mère qui l'aurait par exemple guidé pour décapiter le basilic endormi sans croiser son regard. Puis, il aurait utilisé la tête du basilic afin de pétrifier Tom Jedusor et sauver Ginny. Enfin, bon, on voit que c'est pas tout à fait ça. Et en fait, le génie de J.K. Rowling, c'est d'en offrir une réécriture fine. Déjà, dans l'affrontement de Persée avec la Méduse, c'est un affrontement qui est indirect dans le mythe. Voire, on peut dire qu'il n'y a même pas d'affrontement du tout, vu qu'en fait, Persée utilise la ruse pour contourner toute forme d'affrontement, étant donné qu'il sait qu'il va nécessairement perdre. Ici, Harry, lui, il affronte directement sa peur. Mais au-delà de ça, ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour me dire que c'était vraiment différent, c'est en fait le lien que Harry a avec les serpents, ou même avec Voldemort de façon générale, qui est une sorte de serpent humain, quoi. Si vous vous souvenez bien, Harry parle le fourche-langue, la langue des serpents, et il est relié au Seigneur des Ténèbres aussi par la cicatrice sur son front. Et en fait, Voldemort, c'est une partie de lui. D'ailleurs, lui-même, c'est un Horcrux. Et du coup, en fait, symboliquement, Harry affronte sa peur, il affronte une partie de lui-même tapie dans l'ombre. Et là, on a notre premier archétype de Jung, l'ombre. Et d'ailleurs, c'est un de mes concepts préférés de la psychanalyse. Jung, ce qu'il appelle ombre, c'est la partie de notre psyché qui ne se connaît pas d'elle-même. Wow. En gros, pour vulgariser, ce serait l'inconscient de l'inconscient. C'est-à-dire que la partie la plus profonde de notre inconscient. Et le serpent qui réside dans la chambre des secrets, c'est cette part sombre en nous, si sombre qu'on ne peut pas la voir. Et d'ailleurs qu'il est réellement dangereux d'aller découvrir, car à plonger trop profond en soi-même, on peut se noyer. Jung précise aussi que l'ombre, elle abrite toutes les possibilités du sujet, ce qu'il aurait pu choisir ou être, mais qu'il n'a pas vécu jusqu'à présent. C'est pas pour rien si dans ce volet de la saga, on nous révèle que le Choixpeau a laissé le choix à Harry de sa maison. Il a choisi d'aller à Gryffondor et non à Serpentard, qui lui était destiné. Et en fait, en faisant ce choix, c'est un peu le premier pas d'une longue lignée pour se différencier de Voldemort. Il devient Harry Potter par opposition avec Voldemort. Et l'ombre de Harry, c'est justement Voldemort. Et le serpent, c'est une projection de Voldemort, autrement dit une projection de l'ombre de Harry. Donc, Harry est le serpent, et le serpent, c'est Harry. Et en fait, en comprenant ça, j'ai compris pourquoi cette saga a, selon moi, eu autant de succès à travers le monde. Car comme tous les grands mythes, elle parle de ce que c'est qu'être humain, au sens vraiment le plus large du terme. Je suis même sûr qu'à mon avis, dans 100 ans, on reparlera encore d'Harry Potter, parce que si ce récit a marqué et continue de marquer, c'est pas pour rien. D'ailleurs, l'histoire en soi, vraiment, si on regarde avec une vue très terre-à-terre, elle n'a rien de logique. Et ça dérange personne. Un petit garçon va affronter un serpent grâce à une épée, avec laquelle il va vaincre ce serpent, et au cours de l'affrontement, il se fait mordre, et le venin mortel coule dans ses veines, mais les larmes de l'oiseau guériront le petit garçon. Bon, c'est un peu bizarre quand on y réfléchit, mais pourquoi ça dérange personne? Alors que, je veux dire, aujourd'hui, on est souvent à gueuler contre les incohérences des films, on a tous ce pote relou qui fait « Oh non, mais ça c'est pas logique et tout !» Et bah, parce que justement, ici, vu que c'est bien fait, ça nous parle, ça parle à notre inconscient collectif, pour rester dans la thématique, et parce que ce récit est universel. Mais J.K. Rowling, elle s'arrête pas là. Car pour aider Harry dans son combat, en fait, va surgir le phénix de Dumbledore, qui crève les yeux du basilic, annihilant tout son pouvoir de pétrification. D'ailleurs, décortiquons une nouvelle fois les symboles, le phénix est un oiseau de feu qui se consume lui-même pour renaître de ses cendres. C'est donc le symbole de l'apprentissage, c'est cet apprentissage à la dure, où il faut tomber pour apprendre ce qui va nous transformer et nous faire évoluer. D'ailleurs, le phénix, c'est le phénix de Dumbledore. Dumbledore, c'est un peu la figure du grand sage et tout qui donne le savoir à Harry Potter. Donc, c'est l'apprentissage venant aussi de la sagesse. On voit que tout ça est très cohérent d'une certaine manière. Ainsi, symboliquement, en fait, Harry, il va surpasser sa paralysie face à la peur. Et c'est ce même phénix qui apporte le Choixpeau
de Harry contenant l'épée mythique de Gryffondor. Et au début, je comprenais vraiment pas pourquoi le phénix, il apportait pas directement l'épée. En fait, c'est en faisant des recherches un peu plus précises sur le concept d'ombre que j'ai compris. Le choix pot, il représente le choix d'Harry, en opposition avec son ombre qui projette les choix qu'Harry ne prend pas, ou ne va pas prendre. Donc Harry, en assumant son choix d'aller à Gryffondor au lieu de Serpentard, il parvient à vaincre sa peur, c'est en ayant des convictions en quelque sorte. Et là où justement J.K. Rowling c'est vraiment une grande écrivaine, c'est que le fait d'assumer ce choix, il ne se fait pas sans contrepartie. Parce que au cours de l'affrontement, il est blessé par le basilic. Car on ne sort pas indemne d'affronter comme ça ses peurs et son ombre, mais c'est par cette douleur que l'on apprend et que l'on grandit. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ben oui, c'est le symbole du phénix en fait. Qu'est-ce qui le guérit ici après l'affrontement? C'est les larmes du phénix. Bon, néanmoins, petit disclaimer, on ne peut jamais totalement vaincre son ombre. Ce serait même une très mauvaise chose. On la repousse juste dans des limites raisonnables, car il n'y a pas d'ombre sans lumière. À l'instar de Percé qui utilisera la tête de Méduse pour se marier à Andromède, Harry y sauvera Ginny grâce au crochet empoisonné du basilic. Sauf que contrairement à Percé qui utilise la tête de Méduse pour pétrifier ses adversaires qui veulent se marier à Andromède, en quelque sorte sont symboliquement paralysés par la peur parce que Percé il flexe beaucoup trop depuis qu'il a terrassé Méduse. Harry, lui, il va utiliser ce qui lui a causé de la douleur, c'est-à-dire le crochet du basilic, pour détruire le journal et du coup détruire la projection de Voldemort, Tom Jedusor, tout en sauvant Ginny. Mais d'ailleurs, parlons un peu de Ginny. Ginny, c'est la fille qui va devenir plus tard la femme d'Harry. C'est son crush en quelque sorte. Et au cours de la saga, il y a plusieurs fois d'interactions un peu ambiguës et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est Ginny. Elle a passé l'été à nous parler de toi. On n'en pouvait plus. Donc semblera bien que ce crush, il est là depuis longtemps, en fait, qu'il y a un lien émotionnel fort entre les deux depuis le début. Pour rester vraiment dans la psychanalyse jungienne, Ginny, elle représenterait la part féminine d'Harry, qui en fait, en grandissant, il va la faire sortir de l'obscurité, de l'inconscient, pour l'amener à la lumière de sa conscience, de son conscient. Et en fait, la part féminine comme ça, c'est ce que Jung appelle l'anima, la part féminine chez les hommes. A contrario, pour les femmes, il appelle ça l'animus, la part masculine chez les femmes. Bon, la théorie derrière, maintenant, est assez critiquable, parce que c'est une vue vraiment très genrée. Néanmoins, faut pas oublier que Jung, ça reste un psychiatre du XXe siècle, et je trouve que l'idée derrière, elle est plutôt de rapprocher les genres, plutôt que de les éloigner. Et c'est ça qui est plus intéressant. Et comme beaucoup d'histoires, en fait, Harry Potter raconte l'individuation de son personnage principal. Alors l'individuation, c'est le grand concept de Jung, c'est le nom qu'il donne au processus qui consiste à se trouver soi-même pour mieux s'inscrire après dans la société et prendre conscience justement de son anima. Ça fait partie de ce processus. Tout ça pour dire qu'Harry grandit, et ça c'est beau. Ainsi, la saga Harry Potter n'est pas seulement une redite des mythes, mais c'est même plus qu'une réinterprétation moderne, c'est un nouveau mythe. Et voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je pense qu'Harry Potter est un grand récit. Bon, j'ai plein d'autres choses à dire sur la saga, la dualité, la manipulation, les apparences, tout ça, même d'autres archétypes à aller fouiller, t'es un petit archéologue. Je referai probablement d'autres vidéos dessus, parce que c'est une saga qui est tellement riche, et si vous avez kiffé, dites-le moi, parce que moi j'ai adoré. Alors en conclusion, je sais que c'est cliché, je vais le dire à chaque fois, mais bon, en plus je débute, donc j'en ai encore plus besoin. Si vous voulez m'encourager à faire de nouvelles vidéos, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner. Mais surtout, en fait, ce qui est vraiment le plus important et ce qui m'aide le plus, c'est le bouche à oreille. Donc faites découvrir cette vidéo à d'autres gens si vraiment elle vous a fait kiffer et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. C'était Émile Ombrage et à la prochaine.